Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Crime News. Voici le sommaire que nous allons détailler dans votre journal de crime. Un jeune homme frappé par des vigiles d'une discothèque succombe à ses blessures. Le jeune homme qui n'avait été médicalisé que le lendemain des faits et qui avait été laissé pour mort. Une information judiciaire a été ouverte pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. 3 ans de prison ferme pour avoir séquestré et étranglé une masseuse. L'accusé avait déjà été condamné par le passé par des faits similaires. On fera le point dans quelques instants. Ether Mac, 27 ans, a plaidé coupable pour son rôle dans le meurtre de sa propre mère tuée en 2014 à Bali. Son cadavre qui avait été dissimulé dans une valise. En juillet dernier, les autorités ont découvert la présence d'un cadavre dans un placard d'une maison de Las Vegas. Ce mercredi, un homme de 31 ans a été jugé apte à comparaître devant le tribunal. Au Brésil, 9 corps, dont 7 carbonisés, retrouvés dans 2 maisons. Le seul survivant du drame, un enfant grièvement blessé, il a été hospitalisé. La propriétaire d'un appartement situé à Malte a été retrouvée morte par des vacanciers espagnols. Le couple de personnes âgées avait prévenu la police car il n'avait plus de nouvelles de la propriétaire du logement Airbnb où il devait séjourner. La plateforme a proposé le remboursement des retraités mais n'a offert aucune autre solution d'hébergement. Un homme a été jugé mercredi 6 septembre dernier au tribunal de Caen. Son ex-femme originaire de Tuému lui reproche de lui avoir envoyé trop de SMS pour obtenir des nouvelles de leurs enfants en commun. Par le passé, le prévenu avait déjà été condamné pour violence conjugale, harcèlement et appel malveillant. Un jeune homme de 16 ans est en état de mort cérébrale après une collision entre 2 voitures, une 2 roues et la voiture de police ce mercredi dans la soirée à Elancourt dans les Yvelines. 2 enquêtes ont été ouvertes, un pour refus d'obtempérer et l'autre pour homicide involontaire par un conducteur. Et puis à la fin de votre nouvelle émission, je vous raconterai l'histoire d'une affaire criminelle, la disparition de Jean-Luc Thillon en 2014 en Haute-Savoie. Ce sera l'enquête du Grand News. Mais tout de suite, donc, l'affaire n'avait été révélée que ce vendredi après l'ouverture d'une information judiciaire pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Après le décès d'un militaire frappé par des vigiles à la sortie d'une boîte de nuit le 27 août dernier à Solliès-Pont dans le Var. Le jeune homme qui n'a été médicalisé que le lendemain a succombé à ses blessures. 5 jours plus tard, ni les agents de sécurité également visés pour entrave au secours et modification illicite de scène de crime ou de délit, ni ses camarades qui l'avaient ramené pourtant jusqu'à son hébergement, n'avaient prévenu les pompiers placés en garde à vue. 8 personnes vont être déférées vendredi devant le juge d'instruction de Toulon, annonce le préfet du Var et le procureur de Toulon dans un communiqué. La séance de massage a viré au drame et au cauchemar. Un homme de 38 ans a été jugé ce jeudi devant le tribunal de Quimper dans le Finistère pour avoir violemment agressé et séquestré une femme, rapporte Ouest France. La scène s'est déroulée le 13 octobre dernier au domicile de l'accusé. En pleine séance, l'individu avait tout d'abord caressé les cuisses de la victime devant son refus et lui avait mis la main sur la bouche avant de l'étrangler. Mais attention, ce n'est pas fini puisque ce dernier l'étrangle une 2e fois alors que la masseuse était évanouie. L'accusé l'a ensuite allongé sur un canapé avant de l'attacher avec du ruban adhésif et des colliers Serflex étranglé une seconde fois. La femme avait tout de même réussi à quitter les lieux, déjà condamnée par le passé par des faits quasiment similaires. L'accusé a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, une Américaine de 27 ans surnommée la tueuse à la valise a plaidé coupable ce vendredi aux États-Unis pour son rôle dans le meurtre de sa mère tuée en 2014 à Bali et dont le cadavre avait été dissimulé dans un bagage, a annoncé le ministre de la Justice. Cette femme de 27 ans avait été interpellée déjà en 2021 à son retour aux États-Unis après avoir passé 7 ans de prison en Indonésie pour ce crime. Elle encourt 28 ans supplémentaires et sera fixée le 18 décembre prochain sur cette même peine. En août 2015, alors qu'elle n'avait que 19 ans, elle avait comploté avec son petit ami Tommy Sheffer pour tuer sa mère, Sheila
Mac, une figure de la jet set de Chicago avec laquelle elle passait des vacances dans un hôtel de luxe sur l'île de Bali. Après avoir échangé des messages sur les moyens de tuer sa mère, elle avait fait venir son compagnon en utilisant la carte de crédit de sa mère. Le 12 août dernier, il était entré dans la chambre de leur victime et l'avait battue et tuée alors que la fille restait cachée dans la salle de bain. Il a vécu avec le corps de sa victime pendant plusieurs mois à Las Vegas, dans le Nevada. Un homme de 31 ans est soupçonné par la justice d'avoir tué sa colocataire et d'avoir gardé pendant plusieurs mois son corps dans le placard barricadé car il craignait qu'elle ne ressuscite, alors qu'il existait un doute au niveau de sa capacité de comparaître devant un tribunal. Les résultats des expertises psychologiques et psychiatriques sont tombés ce mercredi, rapporte Law on Crime à Las Vegas Review Journal. L'homme pourrait bien être jugé, ont estimé 2 médecins. Macabre découverte au Brésil, 9 corps dont 7 carbonisés ont été retrouvés ce lundi dans 2 maisons voisines d'une zone rurale et dans l'état de Bahia, annonçait la police locale évoquant une enquête pour crime. Selon plusieurs médias locaux, au moins 3 victimes sont des enfants. La police poursuit son enquête sur crime qui a fait 9 morts, ont indiqué les autorités qui n'ont pas fourni de détails pour l'instant sur les causes du décès ni sur les pistes de l'enquête. 9 corps retrouvés dans 2 maisons, 5 étaient complètement carbonisés, 2 partiellement et 2 ne présentaient pas de brûlure, peut-on également lire dans le communiqué envoyé par les policiers. Originaire des îles Canaries, un couple de retraités s'est récemment rendu à Malte pour des vacances, bien que les 2 Espagnols de 78 et 80 ans avaient réservé un logement Airbnb pour pouvoir séjourner sur place tranquillement. Des échanges avaient eu lieu pendant plusieurs mois entre eux et la propriétaire de l'appartement qui du jour au lendemain a cessé de répondre. Après de nombreuses péripéties, les 2 retraités ont finalement retrouvé le corps de la propriétaire à l'intérieur du logement, du sang partout, du logement qu'ils avaient loué, comme l'a révélé la radio espagnole Candena Ser dans un article publié sur son site datant du lundi 4 septembre 2023. En novembre 2022, une habitante de Tuému dépose plainte parce que son ex-compagnon lui envoie des messages à répétition. Elle se fait établir une interruption de travail de 30 jours à cause du retentissement psychologique. Ils se sont séparés depuis plusieurs années. L'homme de 38 ans dit aux gendarmes qu'il n'a pas vu sa fille depuis 6 ans et qu'il réclame des nouvelles de son enfant sans jamais en obtenir. Jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Caen pour envoi des messages malveillants, il trouve que son ex-compagne exagère. Il assure que depuis, il se tient un carreau. Il a 5 mentions à son casier judiciaire où apparaissent déjà du harcèlement, déjà en 2018, des violences conjugales en 2021 et en décembre 2022, des appels malveillants sur une autre femme. Et puis un adolescent de 16 ans est en état de mort cérébrale suite à une collision en 2 roues avec un véhicule de police mercredi dernier au soir à Elancourt dans les Yvelines. Ce décès survient un peu plus de 2 mois après le décès de Naël à la suite d'un contrôle de police qui avait été l'élément déclencheur de plusieurs nuits d'émeutes. Selon notre source policière, la victime est accusée d'un refus d'obtempérer en début de soirée alors que les 2 roues étaient suivies à distance par une voiture de police dans cette ville de banlieue située à une trentaine de kilomètres du sud-ouest de Paris. Et tout de suite, je vous raconte l'histoire de Jean-Luc Thibault qui en 2014 disparaissait soudainement. Voici le générique et on se retrouve juste après pour l'histoire. Un crime très ordinaire, parmi tant d'autres. Je vous raconte aujourd'hui l'enquête sur la disparition de Jean-Luc Thibault en 2014 en Haute-Savoie. Pour vous raconter cette histoire, je me suis appuyé sur le récit poignant d'un très grand journaliste sur Europe 1, Christophe Ondelat, dans Ondelat raconte tous les jours. Est-ce qu'un homme qui travaille sur un chantier entre les mains peut disparaître d'un seul coup, en un claquement de doigts, sans prévenir personne? Croyez-moi, ce n'est pas courant. Surtout que cet homme dont je vous parle ce soir était un bel homme d'une 50aine d'années, un homme très sérieux dans sa vie, que ce soit privé que professionnel.
S'il avait réellement eu envie d'interrompre son chantier pour quelconque raison, il l'aurait dit. Mais pourtant, ce n'a pas été le cas. Nous sommes en juin de l'année 2014 et voilà une semaine et un jour que son chantier est laissé à l'abandon. Tout le matériel en plan. 8 jours également s'écoulent sans qu'il ne réponde ni aux SMS, ni aux appels, ni aux mails. Et d'ailleurs, sa messagerie vocale est pleine. Plus de messages sur le répondeur ne peut arriver. Et c'est Patricia, son ex, qui s'inquiète en première. Et c'est au bout de 8 jours qu'elle finit par appeler les gendarmes de Haute-Savoie. Elle dit aux enquêteurs que ce n'est pas le genre de cet homme de disparaître sans laisser de traces. Ils ont eu 3 enfants en commun, des garçons. La femme demande alors aux enquêteurs d'aller à la tour. La tour, c'est le domicile de l'homme en question, l'homme disparu. Et c'est ce qu'ils font sur le champ. Arrivés sur place, les enquêteurs découvrent que sa voiture n'est pas là. Elle aussi a disparu. À l'intérieur de la maison, c'est très louche. Les valises sont laissées elles aussi en plan et la vaisselle n'est pas faite. Une casserole sur le gaz se trouve là-bas remplie d'eau, un indice très louche encore plus, puisqu'une bouteille de vin est fracassée sur le sol. Alors que s'est-il réellement passé ? Quelques jours plus tard, Patricia, son ex-femme, décide de retourner à la gendarmerie pour leur annoncer que tous ces indices sont louches car la vaisselle était toujours faite avec Jean-Luc. C'était un homme maniaque. Vous penserez comme moi, tout ça est louche et très inquiétant, et encore plus bizarre que les gendarmes reçoivent un coup de téléphone de la belle-sœur du monsieur. Elle l'avait eu au téléphone il y a environ 8 jours. Ils discutaient et d'un coup, il lui a dit au téléphone qu'il doit raccrocher car ça sonnait à la porte. « Je te rappelle après !» lui a alors dit l'homme, mais ce dernier ne l'a jamais rappelé. Depuis ce soir, c'est silence radio. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Tout d'abord, l'entourage est auditionné. Selon un de ses amis, Jean-Luc était un mec super gentil. Il n'était pas du tout bagarreur malgré sa carrure. Son ex-femme pense à tout prix qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle parle d'un certain José, un vieux copain, un homme qui lui voulait du mal au disparu, car il y a 20 ans, il est tombé amoureux de sa femme et ils fricotaient d'ailleurs ensemble. Il lui a alors jamais pardonné malgré des excuses d'il y a 20 ans. Alors que cette histoire remonte il y a quelques années, mais un jour José et sa compagne se marient, mais cette dernière le trompe toujours avec le disparu. C'est pour Fabienne, l'ex-femme de Jean-Luc, qui décide de divorcer. Les habitants du petit village confirment que ces derniers sont toujours amants. Les dernières semaines, José, le mari dont je vous parle, tout à l'heure, envoyait des messages d'insultes à Jean-Luc. Connard, enculé, fils de pute, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que les habitants du village racontent que José leur dit alors des trucs assez inquiétants, louches, pas nets, pas clairs. Un jour, il a dit qu'il voulait le tuer, qu'il voulait le buter, le saigner et qu'il le ferait malgré tout. Vous l'aurez compris, cette histoire commence à être très inquiétante. Il règle ses comptes et le tue. Voilà tout. C'est tout à fait probable. Vous pensez comme moi, non ? C'est ce qu'on appelle alors un crime passionnel. Deux jours après, José et sa femme sont convoqués chez les gendarmes, mais séparément. Elle assure devant les enquêteurs que leur relation ne s'est jamais reproduite et qu'ils n'étaient pas amants. Mon cul qu'ils n'étaient plus amants. Mais après l'étude du téléphone portable du disparu, les gendarmes se rendent compte que Jean-Luc et Fabienne s'échangeaient des messages encore, et pas des messages d'amitié. Pour cette dernière, c'était purement amical. Quelle menteuse! Les enquêteurs ont des doutes, et quand ils rencontrent encore une fois José, il dit aux habitants du village que José voulait le tuer et raconte aux enquêteurs que c'était pour rigoler, que c'était que des conneries, que c'était des paroles en l'air. C'est louche, vous ne trouvez pas ?
Mais les enquêteurs n'ont aucun indice sur lui. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Fabienne continue à recevoir des messages de Jean-Luc alors qu'il a disparu depuis 8 jours. Donc, serait-il encore vivant? Et après vérification, elle dit vrai. Les gendarmes ont vu les messages entre Fabienne et Jean-Luc. Les amis de l'homme confirment que les SMS, ce n'était pas son truc. Les gendarmes reçoivent un message provenant d'une usine, une étrange découverte, une grosse flaque ressemble à du sang. Une fois arrivés sur place, les gendarmes constatent que c'est bien du sang, ainsi que 2 douilles de balles et de débris de voitures. Alors, est-ce que le sang appartient à Jean-Luc Thiébaut, disparu? Eh bien oui, c'est bien le sang du disparu. Il est probablement mort ou blessé même. Une personne morte envoie très rarement des messages puisqu'il est mort. Dans la foulée, la voiture de Jean-Luc est retrouvée en Suisse sur le parking d'une résidence, les clés sur le contact et des traces de sang dans le coffre. Après des analyses, le laboratoire confirme que c'est bien le sang de Jean-Luc. José travaille en Suisse. Vous comprenez maintenant? Il travaille en Suisse. Fabienne a menti. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle a menti. Elle continue à fricoter avec Jean-Luc, des parties de jambes en l'air, pendant que monsieur travaille. Elle trouve avec lui du réconfort, chose qu'elle n'a plus avec son mari. Et José était finalement au courant. Il les avait grillés 1 mois avant sa disparition. On parle à présent des téléphones de José et de Jean-Luc qui bornent au même endroit et en même temps. C'est quand même étrange, non? C'est maintenant sûr, José est mêlé à la disparition de Jean-Luc de près ou de loin et peut-être son meurtrier. Il est alors mis en examen pour assassinat. Il est envoyé en tôle, mais le corps du disparu est introuvable. Où est-il? Va-t-il cracher le morceau? Va-t-il avouer ce geste, son meurtre et son crime? Les gendarmes se rendent chez lui avec des chiens pour avoir une piste sur un éventuel corps. Au bout de 300 mètres dans un bois, le kleps s'arrête net. Un tas de terre est disposé à un endroit et au bout de cette terre dépasse un tissu. Les gendarmes creusent et à 70 mètres de profondeur, ils tombent sur le cadavre de Jean-Luc Thiébaut. L'autopsie confirme qu'il a été abattu de 2 balles de 9 mm. Lorsqu'il est interrogé par les juges d'instruction, l'homme qui a commis cette atrocité ne craque pas. Il dément, il jure qu'il n'a pas tué Jean-Luc. Et si les gendarmes ont retrouvé le corps de l'homme disparu, c'est par hasard, c'est une coïncidence. Durant toute l'instruction, il nie le meurtre de son ami. Voici ce qu'il a dû se passer. Il a emmené son copain dans un traquenard pour pouvoir le tuer. C'est sur ce fameux parking, non loin de chez lui en Suisse. Il l'a ensuite abattu de derrière, mis le corps dans le coffre de la voiture donc de Jean-Luc, est allé enterrer le corps dans la forêt à 2 km de chez lui. Et enfin, il s'est débarrassé de la bagnole appartenant à Jean-Luc. Puis avec son téléphone portable, il a fait mine d'envoyer des messages à son entourage pour faire croire qu'il était encore vivant, pour n'avoir aucun soupçon qu'il était mort. Voilà ce qu'il a dû se passer. Mais pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir ôté la vie de cet homme? Eh bien, c'est par jalousie, c'est ce que je vous disais, c'est un crime passionnel. Nous sommes désormais en novembre 2016. Son procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Annecy. Devant la cour, il nie toujours. L'avocat général réclame alors 25 ans de prison, mais la cour d'assises le condamne finalement à 20 ans de prison. Il fait appel. Alors nous voilà en 2018. Un second procès arrive et vous n'allez pas le croire. Il nie encore et toujours. Il parle plutôt d'un coup monté. Il prend finalement 23 ans de prison. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. Rendez-vous dimanche prochain dans Cré News. Passez une très belle semaine.